Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente que l'on aille à la rencontre de Thomas Guittet. Thomas est en fait consultant en marketing pour l'industrie du cannabis. Il va partager avec nous sa passion, son expertise et nous dire en fait si en créant une marque dans cette industrie, on est capable de faire des millions. Allons rencontrer Thomas. Hello Thomas. Bonjour, tu vas bien? Très bien et toi? Ouais. Je suis hyper contente de pouvoir t'interviewer. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ok, donc je suis Thomas Guittet. Donc actuellement, je suis consultant marketing à travers une entreprise qui s'appelle Regenerative Concept, Ouais. où on est vraiment spécialisé sur accompagner les entreprises du cannabis, puisque c'est vraiment un secteur sur lequel j'ai envie de me concentrer et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Et tu fais ça depuis combien de temps? Eh bien, ça va faire maintenant 4 ans environ que j'ai décidé de m'y consacrer entièrement de manière professionnelle et légale. Ouais. Et voilà, c'est un chemin assez long et semé d'embûches, mais c'est un pari sur l'avenir. C'est clairement un pari sur l'avenir, sachant que Thomas a l'ambition d'écrire l'histoire du cannabis. Tu penses que c'est vraiment l'industrie de demain? Ouais, je pense que c'est une des prochaines révolutions industrielles par toutes les possibilités qu'offre la plante, que ce soit en termes de cosmétiques, matériaux, de bâtiments, mais aussi thérapeutiques ou tout simplement récréatifs. Ouais. Les possibilités sont tellement grandes, la demande est déjà là et les gens sont impatients, je pense, que la suite arrive. Quand tu dis la demande est déjà là, en termes de marché, par rapport à ce qui se passe dans le monde, où est-ce que se situe la France? Eh bien, la France se situe plutôt pas mal puisqu'on est un pays qui a le plus de fumeurs au mètre carré. Aïe. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui fument et puis je pense qu'on peut le dire que c'est complètement banal. Un célèbre humoriste disait c'est plus facile de trouver du bon shit que du travail. Donc voilà un peu la réalité et ce qui serait bien c'est de rendre les choses légales pour permettre aux gens d'accéder à un produit de qualité sans souci comme on peut le faire avec l'alcool tout simplement. Ouais. On en parlait un petit peu en off, mais je pense que les gens ne savent pas forcément les différents, tout le champ sémantique en fait autour du cannabis. Totalement. Déjà, quelle est la différence entre CBD, chanvre, cannabis? Est-ce qu'il y en a une déjà? C'est ça. Bon, déjà, il faut savoir que chanvre, c'est la traduction française du mot latin cannabis. Okay. Donc c'est la même chose déjà. C'est la même chose. En fait, le chanvre industriel, le chanvre thérapeutique, le chanvre récréative, c'est une seule et même plante. C'est juste les conditions, sa génétique qui va faire qu'elle va s'exprimer différemment et donc qu'elle aura une utilisation différente. Ok. Et les gens parlent de indica, parlent de sativa, ça veut dire quoi en fait? Eh ben, c'est des éléments marketing qui ont été mis en place pour aider les gens à mieux s'orienter, à mieux comprendre en fait les effets de ces plantes. Mais c'est surtout la génétique qui va changer les choses et permettre de développer des caractéristiques particulières et uniques qu'on ne peut pas limiter à uniquement du sativa et du indica puisque c'est une plante très complexe qui contient de multiples éléments chimiques à l'intérieur, donc qui vont être des cannabinoïdes comme le CBD qui en fait est un cannabinoïde. Qu'est-ce qu'un cannabinoïde? En fait c'est une des molécules qui est produite par le cannabis comme l'est le THC, mais il y en a plein d'autres qui sont un peu moins connus comme le CBG, le THCP, il y en a vraiment beaucoup et plein qu'on ne connaît pas encore, donc c'est un champ aussi assez ouvert et inconnu qu'il faudra explorer. Okay. Mais il ne contient pas que des cannabinoïdes aussi, il contient des terpènes, donc ce qui va donner le goût et l'odeur à la plante, donc ce qui va être plus aromatique, mais il y a aussi des flavonoïdes qui est aussi une autre molécule et en fait c'est la synergie de toutes ces molécules ensemble qui va donner cet effet si particulier à la fleur de cannabis et son effet qu'il va avoir sur les gens. Ok. Alors pourquoi parce qu'on a le sentiment qu'il y a un boom en ce moment. Toi et moi, on est des passionnés de marque, de branding. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est en train d'exploser. Ça explose. Ça explose. Ça explose. Est-ce qu'il y a du potentiel pour la France quand tu dis que en termes de, en tout cas, consommateurs, on est le deuxième marché? Non, c'est des marchés différents, mais on est un très très gros marché et je pense que les industriels le savent. Les gens le savent, c'est juste qu'aux États-Unis c'est fait différemment puisque s'il y a des États fédéraux et
différentes cultures qui sont des fois là depuis longtemps, comme en Californie, où c'est vraiment déjà dans la culture et tout ça, chose qui est un peu différente en France. Mais ça va exploser au fur et à mesure, je pense, un peu partout, puisque ça fait partie de la culture populaire maintenant, le cannabis, et c'est voué à augmenter. On le voit ne serait-ce qu'avec les rappeurs. Quel rappeur ne nous parle pas de cannabis ? Et de sa marque. Exactement. Tu parlais de CBD tout à l'heure parce que c'est surtout sur cette molécule-là que beaucoup d'acteurs se lancent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une des molécules qui est le plus régulée pour l'instant, donc c'est plus facile d'avancer légalement sur cette question, même si c'est encore compliqué malheureusement de naviguer, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de législation, mais actuellement c'est là où c'est le plus simple pour avancer, et le CBD a une meilleure aura pour l'instant aux yeux du public que par exemple le THC. Ok. Et justement, pour les questions alors, de morale, de droit, tu penses pas que ça peut être un peu bloquant en France ? Si, actuellement c'est ce qui se passe. Après, y a des acteurs qui essayent de faire évoluer la chose, comme le syndicat des professionnels du chanvre, dont tu fais partie. Voilà, qui est porté par Aurélien Delacroix. Ouais. Donc qui font vraiment du lobbying auprès des politiques pour faire avancer la question, travailler avec des entrepreneurs pour savoir quelles sont les problématiques et sur lesquelles on doit avancer en priorité, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des priorités, principalement avec des gens qui sont malades, des patients qui sont dans un besoin urgent. Et donc c'est des questions urgentes auxquelles il faut répondre, et eux appuient auprès des politiques et auprès des différents acteurs pour pouvoir essayer de mettre en place des avancées concrètes. Ok. Et tu penses qu'il y a un potentiel économique, parce qu'on est clairement dans un climat socio-économique tendu, on a des grèves tout le temps, en tout cas à Paris et dans le reste de la France aussi. Il y a des problèmes de chômage et d'emploi. Est-ce que tu penses que c'est une industrie qui peut solutionner ces problèmes d'emploi ? Clairement, ça peut être un énorme moteur économique. On le voit avec les projections de nombreux économistes, ne serait-ce que sur le CBD, qui projette entre 950 millions de recettes et ça peut se compter en milliards, vraiment. Sérieux ? C'est un marché qui va être énorme et qui va faire que grossir. Et je pense qu'en France, ça peut être un vrai moteur économique, sachant que c'est déjà le cas avec le chanvre, où on avait une très bonne position, et avec la France on a un savoir-faire sur de nombreux domaines qui peut nous permettre de prendre une position très intéressante, malgré qu'on ait déjà beaucoup de retard face à d'autres leaders comme les États-Unis, Israël, même le Canada, qui a légalisé récemment. Donc la question c'est ça, c'est comment faire pour ne pas prendre trop de retard. Et malgré tout, les choses avancent aussi. Il y a une expérimentation qui est lancée sur le cannabis thérapeutique dès septembre pour... De 2020 ou depuis septembre ? De 2020, ouais, c'est assez récent. Et puis, il y a des différents acteurs politiques, eux, qui essayent de savoir comment on va faire pour mettre ça en place. Fluidifier un peu. Voilà, et puis avoir en fait un avis un peu global de la question pour pouvoir évoluer dessus. Mais c'est un moteur économique qui va être, à mon avis, surpuissant, ne serait-ce que parce que la demande est là, tout le monde fume, tout le monde, des gens qui sont malades sont à la recherche d'une solution pour les aider. Après, on n'a pas le droit de trop en dire, mais malgré tout, quand tu as un cancer ou ce genre de choses, tu es toujours à la recherche d'un produit qui peut t'aider à améliorer ta qualité de vie, que ce soit des douleurs ou des... c'est tellement grand. Je pense beaucoup aussi, alors là c'est beaucoup plus féminin, mais je pense beaucoup à toutes les problématiques liées à l'endométriose, qui déjà rien qu'en tant que maladie, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, je vais pas dire de bêtises, mais qui a eu du mal à être reconnu, mais qui donne des douleurs j'ai des nanas qui tombent dans les vapes en fait. Bien sûr. Je pense que ça peut vraiment aider. Là, on a parlé de la dimension vraiment santé du CBD et du cannabis, mais on va aller parler au chaud de la dimension plutôt marque, brand expérience, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se lancent là-dedans. Exactement, et puis je pense que c'est ça, la chose principale qu'il faut faire actuellement, c'est montrer qu'on est là, et pour une bonne raison, qu'on a envie d'apporter quelque chose au monde, un impact aux gens qu'on a envie de toucher. Et c'est ça qui fera la différence au-delà du produit. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que tu disais on a un savoir-faire. Alors je pensais au côté agriculteur, je pense plantes, terrain, espace pour pouvoir faire cette chose-là. Mais on a aussi un savoir-faire français en termes de création, d'image de marque, et il y a vraiment quelque chose à faire là. Totalement. Et puis on a l'industrie du
En fait, on a énormément d'industries qui peuvent servir de super modèles pour la France, comme l'industrie du vin, qui est quand même assez reconnue dans le monde, celle de la gastronomie et de la mode, qui sont des industries développées, qui ont développé des codes, des manières de faire qui seront forcément adaptés à cette industrie. Ouais. Et donc ça nous fait des modèles sur lesquels se reposer aussi pour prouver que la France a un potentiel énorme. À l'international. Bon allez, on continue parce On que continue. là, il fait un peu froid. Tu me parlais tout à l'heure aussi en off du livre de Géraldine Actuel. C'est ça. C'est design d'expérience. C'est ça, c'est sur le design d'expérience. Bon alors, je t'avouerai que je viens seulement de le commencer à le lire, mais j'ai trouvé ça super intéressant puisque actuellement, je pense que ce qui fait une marque, c'est l'expérience qu'elle va apporter à ses utilisateurs, et que ça vraiment, on est à une ère où on dépasse le produit, les gens cherchent une relation, un souvenir, un partage, enfin quelque chose de vraiment humain. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé super dans son livre, c'est que elle remet au goût du jour, elle parle du fait que on doit offrir une expérience globale en tant que marque et à travers le marketing. Et je pense que c'est quelque chose qui va être important d'amener à l'industrie du cannabis. C'est ça, à l'industrie du cannabis. Pourquoi plus qu'une autre, parce que c'est ce que beaucoup de marques essaient de faire aujourd'hui. De manière générale, non ? Ouais, justement, on revient vers les tribus, les communautés, et donc c'est un moyen de rassembler ces gens autour d'un moment particulier et de pouvoir faire connaissance, et donc côtoyer des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous, et puis se développer certainement avec cette communauté autour de la marque. Et, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de potentiel, toi tu penses, dans l'industrie d'une cannabis versus ailleurs ? Personnellement, quand je vois ce que certaines marques font aux États-Unis, comme Sunday's Good par exemple, qui propose vraiment une expérience unique, inspirée de codes de plein d'autres industries, je vois ça sincèrement, j'aimerais passer ce genre de moment et rencontrer des gens qui partagent aussi toutes ces choses-là. Et donc je pense que ça, encore une fois, on peut l'apporter. Avec notre French Touch. Avec notre French Touch, effectivement. Parce qu'on est fort là-dedans quand même. Mais plutôt. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui sera obligé d'être mis en place par les marques pour pouvoir rassembler, fédérer. Et actuellement, c'est ça le plus important, puisque je pense qu'on cherche à créer des relations fortes. Pour moi, une bonne marque, c'est une marque qui cherche à être ton meilleur ami. Clairement. Qu'est-ce qui toi, toi tout à l'heure tu me parlais d'un business moi qui m'a frappé. Alors j'ai passé une partie de ma vie aux Pays-Bas, donc c'est quelque chose auquel j'étais sensible, mais tu m'as dit des chiffres et j'ai pris une claque clairement. Tu parlais des banques de... Oui, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du cannabis, elle n'est pas si récente que ça. Y a des gens qui travaillent dedans depuis des dizaines d'années, voire plus. Et tu parlais des banques de graines. Oui, les banques de graines principalement, parce que en France ou partout en Europe, les gens qui achètent leurs graines pour faire pousser du cannabis, par exemple, ils les achètent légalement aux Pays-Bas. Donc eux, ils vendent des graines depuis des dizaines d'années. Ouais. Et donc c'est quelque chose qu'on voit pas directement parce qu'il n'y a pas de pub dans mainstream ou populaire, mais pourtant c'est un business qui est en place depuis des dizaines d'années. T'as des chiffres un peu ou pas ? Alors, des ordres de grandeur ? Internationalement, le marché de la graine, que ce soit du chanvre ou du cannabis, il pèse des milliards. Donc c'est un fait. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, dont on parle pas forcément, parce que c'est des gens qui sont venus du marché noir un peu et qui ont évolué tout doucement dans un marché gris qui est devenu un marché blanc, et donc ça a pris beaucoup de temps et il y avait beaucoup d'argent d'investi dedans aussi. Donc ça a été très compliqué, c'est pour ça qu'on le voit pas forcément, surtout que la manière de faire d'avant n'est plus celle de maintenant, puisque maintenant on a les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, donc la communication est devenue totalement différente. Avant, c'était beaucoup plus underground encore. Ok. Tu parlais, parce que je t'ai un petit peu questionné sur toutes tes coutures avant qu'on prépare cet échange, mais tu parlais donc des marques qui se lancent, que ce soit parce que tu as travaillé toi avec la Suisse, avec les États-Unis. Donc tu parlais des marques qui se lancent, et il y a quand même beaucoup de marques qui se lancent en marque blanche. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses en fait toi, aujourd'hui ? Parce que c'est un peu comme ce procédé dans d'autres industries où on crée une marque forte, une identité, et derrière on achète le produit fini et on appose notre brand. C'est ça.
Bah, ça peut être intéressant si notre produit, on est sûr de lui et qu'il marche et qu'on a des bons retours. Ouais. Après, je trouve que c'est assez compliqué parfois de se lancer en vendant directement un produit d'une marque blanche qui n'a pas forcément eu le temps d'avoir des retours de si le produit était vraiment fiable et effectif. Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait... Pourquoi ? Parce que c'est encore les débuts et qu'on a du mal à savoir qu'est-ce qui marche pas vraiment, parce que c'est le temps que les choses se mettent en place et que y ait des retours des gens et ça se fait tout doucement encore pour l'instant. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des marques en clair, parce que c'est un peu le propos qu'on questionne ici, qui font du cash dans cette industrie ? Oui, il y en a forcément qui font de l'argent, mais après encore une fois il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Ne serait-ce que par maintenant de la levée de fonds, donc ça veut dire que... Oui, il y a des petits malins qui vont se dire qu'on est au début d'une industrie, on va se lancer, vous allez voir c'est l'avenir, on lève des milliards, on lance une marque. C'est ça. Il y a déjà eu des cas un petit peu ou pas du tout ? Aux États-Unis, on en a vu plusieurs. Après, il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas. C'est assez aléatoire, hein, mais... Et pourquoi ça marche pas ? Parce que en fait, les gens ne connaissent pas forcément la culture dans laquelle ils se lancent, puisque c'est la méconnaissance de la culture qui à la base est underground, et donc c'est rassembler tout ce qui a fait cette culture underground pour la faire passer dans un cadre plus mainstream. Et donc du coup, je pense que si en amont on ne connaît pas les codes et les manières dont ça fonctionne, et donc son public, bien qu'il y en a un autre qui va arriver, c'est quand même compliqué de rentrer correctement à l'intérieur du sujet. Ah, tu m'étonnes. On va se mettre au chaud. Ah, on est mis au chaud là quand même. Tu me parlais... tout à l'heure, tu me parlais de ton ambition de participer vraiment à l'histoire de l'industrie du cannabis. Mais tu le fais déjà activement en rassemblant les gens ? C'est ça. Alors actuellement, en fait, je travaille sur un projet qui s'appelle le Club Confluence. Ouais. Donc, il y a un projet qui est porté par Augure Associates, qui a été fondé par Benjamin Jeanroy et Aurélien Bernard, donc qui est le fondateur de Newsweed. Ouais. Et le but en fait de ce club Confluence, c'est de rassembler des acteurs du cannabis en France, mais aussi de l'étranger, et des futurs acteurs pour en fait travailler ensemble à construire l'avenir de cette industrie, partager tant que c'est possible, et pourquoi pas définir ensemble les prochains codes et standards de cette industrie. Il y a combien de personnes qui sont actives et ça existe depuis combien de temps maintenant ? Là, c'est très récent. On va faire le premier événement la semaine prochaine. Trop cool ! C'est ça. Et après, le but, c'est de créer un événement mensuel pour rassembler constamment des nouvelles personnes et surtout évoluer ensemble. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à vous manifester dans les commentaires et on vous passera l'info bien évidemment. Voilà, comme ça permet aux gens qui cherchent à s'intéresser un peu plus à l'industrie ou rencontrer des personnes pour en savoir plus, directement d'avoir des réponses directes auprès de personnes qui sont entièrement et donc qui connaissent la réalité en fait, tout simplement. Toi, tu as quand même appris sur le tard, parce que on posait tout à l'heure ton expertise en tant que consultant, mais tu avais quand même les mains dans le cambouis en Espagne et aussi sur un projet perso, tu veux en parler un peu ? Comme je te disais, en fait, ça a mis beaucoup de temps à émerger tout ça, puisque au début, j'étais j'avais des travails normaux, j'étais technicien médical à Paris, j'ai monté plusieurs projets dans différents domaines, et puis un jour je me suis rendu compte qu'en fait le cannabis c'était quelque chose qui me passionnait. En fait je me disais déjà pas que ça pouvait être une passion, puisque c'est quelque chose de banal, on fume, voilà, et j'ai mis du temps à comprendre que c'était une passion, et encore plus de temps à comprendre qu'en fait ça pouvait être quelque chose de sérieux et de professionnel, et très loin de l'image illégale qu'on pouvait en avoir. Et donc du coup en fait ça m'a poussé à aller vers les autres, où je me suis dit vas-y, je pars tout seul, par exemple à la Spanabis. Et puis, qu'est-ce que c'est que la Spanabis ? C'est un événement en fait comme un salon spécialement autour du cannabis. Et donc en Espagne c'est assez développé aussi la culture là-bas autour du cannabis. Donc il y a pas mal d'acteurs qui se rassemblent, il y a des social clubs où on peut se rencontrer, discuter. Et donc quelqu'un de passionné comme moi, qui n'a pas forcément l'habitude de rencontrer d'autres passionnés en France, là c'est vraiment un moment où on peut partager, échanger, et puis se dire qu'en fait, waouh, il y a beaucoup plus de monde que ce que l'on pense dans ce domaine, quoi.
Et donc c'est assez passionnant. Et c'est comme ça que tu as creusé un peu Ouais, c'est ça, j'ai rencontré des gens et puis ça m'a semblé de plus en plus tangible. Et puis les gens ont aussi une certaine motivation et donc on a envie d'avancer ensemble, de découvrir quelles sont les possibilités. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup et que on peut nous aussi faire ça. Et c'est quelque chose d'ultra excitant et donc j'ai décidé de faire ce pari, de me pencher entièrement dans l'industrie du cannabis. Et ça venait aussi en parallèle d'un projet autour d'une marque ? C'est ça, ouais. En fait, moi, j'ai commencé par faire une marque. J'avais dessiné un logo, je m'étais imaginé toute une histoire autour de ma marque. Et puis, j'ai décidé de commencer par faire des grinders, des petites boîtes pour rouler son pétard, des trucs comme ça pour vendre à mes amis, en fait, que eux ont grave kiffé, notamment les petites boîtes. Alors c'était quelque chose de très simple, mais c'était juste pour ranger ces petites affaires. Et puis ça marchait bien. Mais je me suis rendu vite compte que si je voulais en vivre, il faudrait passer à une étape supérieure, ce qui à ce moment-là me semblait pas encore possible. C'est pour ça que j'ai décidé d'évoluer dans d'autres projets, ou avec des amis on est parti en Espagne pour développer un projet, donc qui n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais voulu, mais ça a été une super expérience pour se rendre compte en fait de la réalité, et donc d'apprendre sur le tas et un peu à la dure parfois. Mais bon, c'est aussi ça qui m'a permis de savoir que j'étais vraiment motivé et que j'en voulais, quoi. Et surtout que tu étais sur une industrie qui avait du potentiel, parce que c'est pas que de se dire c'est un délire entre potes, c'est là que tu as bûché et affiné. Enfin, j'appuie parce qu'il est modeste, mais c'est là aussi que tu as appris en fait comment on bâtit une marque, quelles étaient les problématiques en termes d'expérience, le potentiel en termes de communauté. Tu as quand même créé toute ton expertise aujourd'hui sur 4 ans là-dessus. Tu fais partie de la fédération du champ. Enfin, il faut pas minimiser. Enfin, ça va, hein. T'as l'initiative quand même de quelque chose qui, à mon sens, et j'y crois, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de te pousser et de t'interviewer sur Only Walk, est à l'aube de quelque chose de grand. C'est ce que je me dis aussi. Qui est aujourd'hui un peu balbutiant peut-être, mais moi voilà, mon trigger et ce pourquoi j'ai envie qu'on en parle, c'est parce qu'on est dans des problématiques d'emploi, de chômage qui sont assez violentes, qu'il va falloir transformer beaucoup de gens à faire autre chose, et qu'il y a des gens qui ont déjà des compétences, que ce soit lié à l'agriculture, que ce soit lié à certains, qu'on peut transférer en fait dans ce secteur-là. On a parlé de la partie thérapeutique, on a parlé de la partie marque, mais il y a la dimension clairement entrepreneuriale. On est dans l'ère entrepreneuriale, il faut se le dire. Il y a des gros accélérateurs, je pense notamment à The Family, qui avait fait plein de conférences sur le sujet. Effectivement, moi j'en suis allé à une de The Family où ils ont fait venir des acteurs, notamment un des États-Unis, qui est Jared Mirsky, donc le fondateur de Weekend Mortar, et qui a donc une entreprise de marketing depuis maintenant 10 ans dans l'industrie du cannabis. Vraiment, il a évolué de manière assez importante, et maintenant c'est un gros acteur, hein. Maintenant c'est une entreprise qui fait le million en chiffre d'affaires par an, parce que ils sont basés à Seattle, et le marché a vraiment évolué à Seattle, et les marques évoluent et ont besoin d'énormément de services que eux ont décidé d'offrir, et de le faire bien. Et donc, déjà rien que sur Seattle et les États-Unis, ils sont tranquilles, quoi. C'est ça. Et puis quand tu te places en tant qu'expert sur un sujet aussi récent, eux, ça leur a permis de toucher beaucoup de monde et d'être pas les seuls, mais quasiment pendant un bon bout de temps, il n'y avait pas grand monde. Tranquille, quoi. C'est ça. Et maintenant, ils ont vraiment une position de force, et ils sont reconnus comme une des références, en tout cas des entreprises auxquelles s'adresser pour toute problématique de branding, marketing ou autour ce genre du de cannabis. choses. Je fais un transfert aussi par rapport un peu et à ton histoire et à la sienne. C'est que le mec, il vient pas du parcours classique école de commerce. Et j'ai monté mes galons, puis j'ai repéré qu'en fait il y avait un problème sur le marché, puis j'y réponds, quoi. Il vient de la street, le mec. C'est ça. La plupart des gens actuellement qui sont dans le cannabis, je dirais de moins en moins. Mais la plupart des gens viennent du marché noir et ont petit à petit fait des transitions et essayé de voir comment ils pouvaient passer du château de cartes au château de sable. Oui, sachant que l'alcool à une époque c'était aussi interdit et c'était aussi un marché noir. Donc exactement. Et je pense que c'est des modèles des motifs qui vont se répéter, comme ce qui s'est passé avec l'industrie de l'alcool, où il y a eu la pré-prohibition et que c'est là où on commençait à se construire des empires de l'alcool, comme en France on a Ricard. Je pense qu'à l'avenir, il est totalement possible de créer quelque chose aussi fort que Pernod Ricard dans le cannabis. Hyper intéressant.
Et dernière question, qui est une question qu'on pose à tous nos interviewés. Donc on a appelé notre chaîne Only Walk. Okay. Et pour toi, walk, ça résonne, ça veut dire quoi ? Eh ben, ça résonne pas mal avec le cannabis, puisque c'est quand même une plante qui est reconnue aussi pour sa spiritualité, qui amène une certaine vision du monde. Notamment, la nature, c'est un produit naturel qui, moi je pense, nous met pas mal dans l'instant présent, en bien comme en mal parfois, mais ouais, qui va nous mettre face à nous-mêmes. Et c'est à travers cette compréhension de nous-mêmes et cette réalisation de nous-mêmes qu'on peut justement s'éveiller à soi-même et au monde. Trop cool. Bon, super. Merci Laura. Thomas. Merci, c'est cool. J'espère que l'échange avec Thomas vous a plu. Le but, c'était vraiment vous éveiller sur les potentialités de marché pour le futur. Ne pas être complètement blind et ne pas se dire qu'il y a du potentiel pour certains marchés que pour l'instant la morale n'accepte pas. Et qui sait, ça peut être vraiment les industries de demain. Surtout si vous voulez continuer à en savoir plus sur d'autres marchés qui peuvent potentiellement cartonner, abonnez-vous. Allez, à bientôt!